Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Déclic. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi influenceur et des impacts qu'elle va avoir sur les réseaux sociaux. C'est juste après le jingle, c'est parti. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, les amis, nous allons commencer ce programme en parlant d'un article de 01net, donc la fameuse loi influenceur. Je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais c'était pas encore totalement voté. Ça passait donc au niveau des députés de la chambre, les députés devaient en fait voter pour ou contre cette loi, et donc du coup, visiblement, c'est passé en premier. C'est passé d'entrée, donc on va voir un peu tous les impacts que va avoir cette loi. Je crois de mémoire que ça doit aussi passer au niveau du Sénat, mais bon, en théorie, voilà, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Donc on va parler de ça. Ensuite, on va enchaîner sur un article de Numérama qui parle de Utip, donc je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Utip qui est donc un outil un peu concurrent à Tipeee ou ce genre de bail, qui permettait aux créateurs de contenu en fait de se rémunérer, c'est-à-dire qui permettait en fait de proposer à la communauté de participer financièrement, enfin d'aider, de soutenir en fait les créateurs. Et en fait ils ont mis la clé sous la porte, mais genre ils l'ont annoncé du jour au lendemain. Donc ça a eu des gros impacts évidemment. On parlera bien sûr de Twitter qui a dévoilé son algorithme. On en avait parlé du fait qu'effectivement il y avait eu des fuites et du coup ils ont décidé de l'open sourcer tout simplement. Donc on regardera ça au travers de deux articles du blog du modérateur qui sont un petit peu complémentaires, mais vous inquiétez pas, ça ira relativement vite. Pour voir justement quels sont les vrais points importants pris en compte par l'algo de Twitter. Et donc voilà, c'est un peu le Saint Graal qu'on a là finalement. Et on enchaînera avant la démonstration, on parlera très rapidement d'une grosse news. Alors peut-être que tout le monde ne sera pas touché par cette news là, mais sachez que moi qui aime bien en tout cas le web créatif et les animations un petit peu poussées, il y a donc la norme WebGPU, j'ai appris ça tout à l'heure, donc on ne rentrera pas trop dans la technique parce que c'est vite barbu, mais voilà, il y a une norme donc, qui s'appelle WebGPU qui va être intégrée directement et activée par défaut sur Chrome, sur la prochaine version de Chrome. Et donc ça a des conséquences relativement cool, puisque voilà, jusqu'à présent, en fait, vous pouviez créer des animations très poussées avec une norme qui s'appelle WebGL, mais qui était relativement limitée. Donc là, le WebGPU vient vraiment changer un peu la donne et va permettre à pas mal de développeurs et développeuses d'aller beaucoup plus loin dans les animations, et on va pouvoir faire des trucs vraiment incroyables. Voilà, et donc ensuite on enchaînera avec une démonstration d'un outil que j'ai découvert un petit peu je crois que j'ai découvert ça hier ou avant-hier, qui s'appelle Glide, qui est plus un outil no code, mais qui je pense peut vraiment vous intéresser, notamment pour tester des idées, pour faire des petits outils internes, des choses comme ça. Ça va vous permettre de générer en fait une interface très rapidement basée sur une Google Sheet ou un truc relativement simple, et j'ai trouvé ça plutôt bien. Et après voilà, j'ai un certain nombre de petites ressources que je veux vous partager. Voilà un peu pour les amis, j'espère que ce programme vous plaît. Dites-moi ça, et puis je bois un coup d'eau et on attaque. Ok, donc on attaque avec un premier article de 01net, bon, quelque chose dont on soupçonnait que ça allait arriver, mais il fallait encore comment dirais-je, la validation plus ou moins officielle. Donc la loi influenceur qui donc vise en fait à réguler un petit peu plus le marché du marketing d'influence, on va dire, et qui est actuellement, on va dire, en cours de vote. Donc c'est passé au niveau des députés, enfin de l'Assemblée nationale, quoi. Mais il reste encore les sénateurs qui doivent voter. Mais en tout cas, vu comment ça a été, je dirais, adopté rapidement au niveau de l'Assemblée nationale, il y a peu de chances qu'au niveau du Sénat, ça passe pas, quoi. En théorie, ça devrait être validé. Donc, quels vont être finalement les impacts un petit peu de tout ça? On regarde ça au travers de l'article, donc je commence à le lire. Article de 01net qui nous dit donc: crypto, botox, jeux d'argent, à quoi vont ressembler les réseaux sociaux lorsque la nouvelle loi visant les 150 000 influenceurs français sera en vigueur, alors que le texte a été adopté en première lecture le jeudi 30 mars par l'Assemblée nationale et qu'il doit désormais passer par le Sénat avant d'être définitivement adopté. Voici ce qui pourrait changer pour vous, les utilisateurs des réseaux sociaux.
Globalement, un nouvel écosystème devrait davantage ressembler à celui de la télévision ou de la radio, avec quelques particularités. Donc, d'abord, davantage de contenu estampillé comme étant sponsorisé. Ça, c'est l'une des mesures phares, on va dire, qui cherchait à être mise en place, c'est-à-dire beaucoup plus de transparence. Et voilà, parce que des fois, il y a des placements, des sponsors, des choses comme ça qui ne sont pas forcément détaillés. Donc, premier changement de taille, on devrait avoir plus de posts de vidéos ou de stories clairement mentionnés comme étant publicitaires. L'obligation consiste à indiquer qu'un contenu a été sponsorisé. Existait déjà avant... Alors, voilà, c'est ce qui précise l'article, c'est que ça existait déjà, mais que c'était dans les faits pas vraiment respecté. Et donc là, le texte prévoit que toute promotion doit être explicitement indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l'image ou la vidéo pendant la durée de la diffusion. Les influenceurs devraient de leur côté plus respecter cette règle vu la sanction en cas d'irrespect, 300 000 € d'amende et 2 ans de prison. Bon, ça fait réfléchir. Je pense effectivement que ils vont devoir s'y filer. Après, moi je me pose toujours quid de est-ce que oui ou non, enfin quelles vont être les façons de contrôler, parce que c'est quand même relativement énorme en fait la quantité de personnes qui font aujourd'hui, qui se disent plus ou moins influenceurs, influenceuses. Comment est-ce que tu vas contrôler un petit peu tout ça? C'est quand même une question qui mériterait d'être posée sur la table. Ensuite, autre aspect de la loi, numéro 2, fini les pubs pour les cryptos. Donc, sauf changement au Sénat, vous ne devriez plus trouver de contenu sponsorisé par les entreprises liées aux crypto-monnaies. Vous devriez même avoir du mal à trouver des influenceurs de la crypto-monnaie, car malgré la mobilisation du secteur des réseaux sociaux et des médias spécialisés, les députés ont opté pour une interdiction de la promotion de la crypto-monnaie. Ça, je suis assez étonné. Enfin, je comprends la démarche et tout, mais il y a quand même des gens aujourd'hui qui ont des grosses communautés orientées crypto. Est-ce que eux vont tout simplement devoir arrêter leur activité ou pas? Parce qu'en fait, à partir du moment où on dit on ne doit plus parler de crypto, c'est ce qui semble dire visiblement. Quand ta chaîne ne fait que ça, je m'interroge. Il y a des gens type Asher par exemple, je ne sais pas si vous connaissez. Asher qui est un influenceur, c'est un youtubeur orienté justement sur cette typologie je dirais de sujets. Beaucoup de crypto, actu crypto, machin. Bon, il fait aussi décentraliser, etc. Mais il a des façons un peu de se retourner, mais il est très connu quand même pour cette partie crypto. Comment lui qui a 621 000 abonnés va pouvoir faire? Bon, question. Donc ensuite, que dit l'article? Une seule exception existe si l'entreprise qui souhaite avoir recours aux influenceurs bénéficie de l'agrément prestataire de services sur actifs numériques, PSAN, un label délivré par l'autorité des marchés financiers. Conséquence en pratique, cette proposition de loi interdit la moindre promotion liée au secteur. Pour de nombreux acteurs du secteur comme l'ADAN, l'association qui regroupe les professionnels du secteur, c'est une aberration. Parce que selon eux, cette interdiction va favoriser les influenceurs étrangers francophones qui ne seront pas soumis à cette nouvelle réglementation. Donc ça, effectivement, ça fait partie aussi des choses qui risquent d'arriver. C'est que, nous en France, potentiellement, on va être soumis à cette loi, donc les influenceurs devront s'y plier. Mais il y a quand même beaucoup de gens francophones qui ne sont pas forcément ni français ou pas résident français, je sais pas, et du coup ces gens-là vont pouvoir en fait de façon tout à fait libre et tranquille, en gros ça va leur dégager l'horizon quoi. Donc tous ceux qui seront français ne pourront pas forcément en parler, mais du coup ça libère la place pour d'autres, donc voilà. Ensuite, autre point, les pubs, alors tout ce qui est pub sur les injections de Botox, vous ne devriez plus trouver d'influenceurs pour vous vantant les greffes de cheveux en Turquie, les injections de Botox sans douleur. La promotion de la chirurgie ou de la médecine esthétique est strictement interdite, sans exception. Les paris sportifs, donc autre vidéo ou post qui devrait disparaître de vos flux d'actualité, se vantant tel abonnement à des pronostics sportifs ou à tel jeu de hasard. Les auteurs de la proposition de loi n'ont pourtant pas opté pour une interdiction radicale des contenus sponsorisés par ce secteur, mais les règles choisies pourraient sérieusement limiter la promotion des jeux d'argent de hasard sur les réseaux sociaux, y compris les paris sportifs, régulièrement critiqués pour ne pas assez protéger les mineurs.
Et alors ensuite, il y a une autre notion assez importante, donc la notion de mention, c'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, ils veulent prôner toujours plus de transparence, et donc il va falloir mentionner un certain nombre de choses. Donc il y a plusieurs exemples dans cet article. Alors attendez, c'est quoi que... Ouais, alors quand il parle de mention, effectivement, c'est pas les mentions où on fait hâte quelque chose, c'est vraiment mentionner, au sens, au sens basique du terme, en apposant, on va dire, un bandeau, etc., pour être assez clair. Et donc, qu'est-ce que ça va être comme exemple? Par exemple, tout ce qui va être retouche, voilà, les filtres, utilisation de retouches, à chaque fois que des personnes vont utiliser des filtres, il va falloir le mentionner pour... voilà, ils disent afin d'éviter des effets psychologiques destructeurs, puisque il y a ce phénomène où effectivement, quand vous voyez toujours des gens au top, des mecs ou des nanas avec voilà, maquillés, machin, plus des filtres et tout, et ça a des effets psychologiques sur les gens où en gros tu te dis ok, j'ai l'impression que ma vie c'est de la daube. Donc plus de transparence, on va dire, à ce niveau-là, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'on a comme autre exemple, on va dire, de mention? Les obligations liées à la promotion des aliments, des sodas et des aliments transformés. Voilà, il parle même d'une potentielle note Nutri-Score qu'il pourrait mettre en place, et voilà, donc tout ce qui a lieu, on va dire, tout ce qui est en lien avec la nourriture devrait être aussi beaucoup plus transparent. Et de façon globale, ils ont essayé de rapprocher un peu de la loi E20, je ne sais pas si vous connaissez, donc la loi E20 qui notamment force, ils en parlent dans l'article suivant d'ailleurs, tout ce qui est lié à l'alcool. Voilà, donc verra-t-on toujours des vidéos dans lesquelles un influenceur vous partage des moments inoubliables, un verre d'alcool à la main, avec une marque bien visible? C'est possible, car contrairement à la crypto-monnaie ou la chirurgie esthétique, la promotion de l'alcool n'a pas fait l'objet d'une interdiction pure et dure. Les auteurs de la proposition de loi ont simplement rappelé que les influenceurs étaient soumis à la loi E20. Donc effectivement, cette loi qui oblige entre autres à mentionner l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, etc. etc. Manu qui dit dans le chat, j'ai l'impression que c'est un peu fourre-tout cette loi. Voilà, en tout cas, moi je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est que ça pose un peu des bases. Parce que jusqu'à présent, c'était un peu le Far West. Il y a certaines choses sur lesquelles, tu vois, c'est assez, ça va être assez, comment dirais-je, assez direct comme approche. Typiquement, tout ce qui est en lien avec les injections de Botox, la chirurgie, ce genre de choses. Je crois qu'il y a aussi une partie sur le dropshipping. Voilà, sur ça, ils ont une approche très très directe et vraiment, ils veulent bannir complètement ce genre de choses. Ensuite, voilà, il y en a sur lequel je pense que voilà, pour être totalement transparent, je pense qu'il y en a certains où il y a des enjeux aussi financiers. Enfin, tu vois, tout ce qui est jeu d'argent, machin, tout ce qui est alcool, derrière, t'as aussi, je pense, pas mal de... t'as pas mal de... Je sais pas, de... T'as pas mal de... est-ce qu'il n'y a pas du lobbying? Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de choses? C'est pas pour rentrer dans des débats politiques, parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, je pense que quand les mecs qui votent des lois... derrière, je sais pas moi, si t'as imaginons pour les boissons sucrées, t'as un Coca-Cola, tu vois, qui est derrière, bon, tu peux interdire des choses, mais pas tout, tu peux réguler, mais pas trop non plus, et je pense très sincèrement qu'il y a ce genre de bail qui entre en jeu, quoi. Mokuji qui dit une loi qui a 5 ans de retard et qui ne va pas assez loin. La radio et la télé ont des contraintes énormes en comparaison. Alors après, je pense que là où c'est compliqué, si tu veux, c'est que c'est ce que dit Benta, et bon courage à eux pour réguler et suivre tout ça. C'est-à-dire qu'au niveau du web, c'est quand même relativement ouvert. Il y a des choses aussi en termes de loi, comment dirais-je, il y a des choses typiquement, je sais pas moi, des serveurs hébergés dans des pays étrangers et tout, tu vois, je pense qu'au niveau législation, ça va être un peu tricky, quoi. C'est-à-dire comment tu peux réguler tout ça déjà, comment tu peux interdire à tel ou tel site, dire à tel site, voilà, vous êtes interdit d'opérer sur mon territoire. Enfin, je pense que voilà, et puis il y a tellement d'acteurs aussi qui voilà, même si au meilleur des cas, ils arrivaient par exemple à collaborer, imaginons, avec Google, et ça veut dire que potentiellement tu auras d'autres concurrents avec d'autres serveurs qui pourront proposer des alternatives, tu vois. Donc c'est compliqué, hein, je pense, à gérer ce genre de choses. Internet comparé à la radio et la télé, où tu as quelques canaux et où je pense que c'est beaucoup plus facile de contrôler, de contraindre les gens. Là, à mon avis, c'est plus tricky, quoi. Oui, il était temps d'avoir une base légale. Hello Olivier, coucou à toi. Bonjour férié. C'est férié aujourd'hui? Je ne pense pas. Enfin, moi en tout cas, pour moi, c'est pas férié. Lundi, c'est férié, oui. Après, je sais pas où est-ce que tu es situé. Peut-être que tu es dans un autre pays où c'est férié. Mais moi, ici, en tout cas, en France, on bosse.
Encore une fois, ça va dépendre des moyens donnés pour le contrôle. L'État peut couper n'importe quel site ou URL à volonté. Je pense que la menace peut suffire. Alors quand tu dis peut couper n'importe quel site, est-ce que c'est en passant peut-être par les fournisseurs d'accès, les FAI, ou je sais pas. Après, oui, ils peuvent couper n'importe quel truc, mais je suis pas sûr que... Enfin, demain, si tu interdis, je sais pas moi, YouTube sur le territoire français, à mon avis, tu vas avoir des soucis. Hein. Tout État français que tu es. Olivier qui dit, et sans compter tous les acteurs qui ont leur propre secteur et leur service, clairement. Un influenceur dépend souvent d'un seul canal, donc on peut vraiment les contraindre. Ah, Ferrier en Alsace et Moselle. Ok, ben on salue les amis alsaciens avec grand plaisir. Tant mieux pour vous. Si, la Suisse est fermée jusqu'à mardi matin. D'accord, ok. Oui, par les FAI, ils coupent tous les jours des sites islamistes. Ouais, bon, bah, après, voilà, je pense qu'il y a des sujets, effectivement. Il y a des sujets où, comment dirais-je, je pense que la discussion est beaucoup plus vite faite, on va dire, et où, voilà, tout ce qui est sujet, enfin, je dirais, comment dire ça, tout ce qui est les radicaux, ce genre de choses, enfin les choses un peu qui représentent un danger et tout, à mon avis, politiquement parlant, ça va être relativement simple d'expliquer ce genre de choses. Mais après, encore une fois, je pense qu'il y a d'autres choses, type, je sais pas moi, le tabac ou ce genre de truc, où derrière tu as des industries et où potentiellement, je pense qu'il y a d'autres enjeux financiers derrière, quoi. Voilà. Après, que techniquement ce soit faisable, j'imagine. Je pense que c'est plus en termes de politique et de diplomatie que c'est plus compliqué, quoi. Donc rapidement pour terminer sur cet article, donc effectivement quid de la partie alcool, donc rappel de la loi E20, mais pas forcément pas forcément je dirais d'action directe et aussi concrète, on va dire, que par exemple la chirurgie esthétique, sur lequel c'est beaucoup plus radical. Par contre, pour tout ce qui est vapotage et tabac, alors donc ils mettent tic tac, et pour le vapotage et tabac, les posts qui vantent les mérites tels que de telles marques devraient complètement disparaître. Donc apparemment, voilà, pour la partie tabac et vapotage, par contre, ce sera beaucoup plus direct comme approche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme point rapidement? Continuez, n'hésitez pas, je reviendrai sur vos commentaires dans un instant. Moins d'enfants et de mineurs influenceurs, donc ça c'est plutôt une bonne chose, je pense. Hein. On devrait avoir moins d'enfants et d'adolescents de moins de 16 ans chez les influenceurs, car ces derniers devront obtenir un agrément auprès des services de l'État avant de pouvoir apparaître face caméra dans des contenus sponsorisés. Donc, à voir après quel est leur degré de tolérance, parce que si effectivement... en réalité, il suffit que l'agent ou l'agente enfin, je sais pas si ça se dit l'agente, bref, que les personnes qui s'occupent d'une personne de moins de 16 ans, avec je sais pas combien de followers, s'il suffit de faire un mail et c'est bon, ton agrément, bon, peut-être que voilà, c'est un peu de la poudre aux yeux, mais à voir. Déjà, en tout cas, il y a une base législative, c'est ça qui est cool. Enfin, une base légale, pardon. Plus de possibilités de signaler les arnaques. Donc, obligation de mettre en place des mécanismes de signalement des arnaques de façon voilà, accessible. Donc ça c'est bien aussi. C'est quelque chose dont il parlait déjà depuis pas mal de temps. Et donc, c'est plus ou moins acté. Et ensuite, dernier point, les influenceurs plus responsables face aux internautes. L'internaute pourra aussi plus simplement se retourner contre les influenceurs, car selon la proposition de loi, ces derniers seront désormais les garants de la licéité des produits qu'ils promeuvent. Concrètement, si vous apercevez par exemple qu'un influenceur vous a vendu un produit contrefait ou dangereux, vous pourrez l'attaquer. Et puis en cas de dropshipping, l'influenceur aura l'obligation aussi de donner le nom de cette entreprise, donc l'entreprise en lien. Bon, pas sûr que ça aide beaucoup, parce que si c'est une entreprise chinoise, vas-y pour l'attaquer, la retrouver, etc. Ça va être compliqué. Toutes ces mesures feront-elles des réseaux sociaux un lieu plus sûr? La question reste entière. Donc encore une fois, moi je pense, comme disait, je crois que c'est Mokuji qui le disait, ça fait au moins une loi qui permet d'avoir une base légale. Je pense que voilà, un peu comme un logiciel ou une application, quoi que ce soit, il faut aussi y aller de façon itérative. Ils ont commencé par cette base qui est ce qu'elle est, qui sera certainement à améliorer, mais où déjà il y a un peu plus de contrôle. Il y a certaines choses qui sont assez radicales, on l'a vu, et qui du coup vont avoir des impacts très concrets, très directs et très court terme. Donc voilà. Je regarde un peu vos commentaires, les amis. Tac. Justement, un influenceur ne prendra plus le risque après un avertissement, dit Mokuji. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression aussi, comme toi, qu'il y a une espèce de forme de pression. Et surtout, ce que je trouve de bien, c'est le point numéro 9.
où on te dit que les internautes pourront plus facilement se retourner contre les influenceurs, parce que je pense que, bon, déjà de façon plus ou moins naturelle, quand un influenceur ou une influenceuse, quand c'est avéré qu'il fait une connerie sur Internet, la masse de gens et l'effet réseaux sociaux, l'effet boule de neige, déjà fait en sorte que ils se font plus ou moins lyncher et que leur activité est mise à mal. Bon, c'est éthiquement discutable après, hein, le lynchage, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, de façon plus ou moins naturelle, j'ai l'impression que les internautes faisaient un petit peu la loi, et quand t'avais quelqu'un qui faisait n'importe quoi, ben, il lui arrivait des soucis, quoi, ce qui est pas forcément, ce qui paraît plus ou moins logique. Là, pour le coup, il y a véritablement une possibilité, en fait, légalement, en plus de ça, que tout ce beau monde qui aurait concrètement des preuves comme quoi quelqu'un agirait de façon mal intentionnée, ben, pourrait avoir des actions légales, quoi. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, et ça permettra, je pense, à des influenceurs et influenceuses de réfléchir avant de proposer des choses qui seraient faites dans un but uniquement lucratif. Et qui serait surtout un peu contre l'éthique, quoi, c'est ce que je veux dire. Alors ça vous a fait pas mal réagir, hein. J'essaye de rattraper un peu tous vos commentaires. Olivier qui met: avant il n'y avait que des distributeurs de contenu sur le territoire, facile à limiter. En Europe c'était plus compliqué, mais c'est au niveau de l'UE que ça se passe, que ça se réglemente. Au niveau mondial, même l'ONU n'a pas tout. D'accord. Bah, déjà, quand je vois moi comment c'est compliqué à organiser au niveau d'un pays, j'imagine pas au niveau d'un continent, au niveau ou du monde entier, quoi. J'imagine que ça va être beaucoup plus compliqué de faire coordonner aussi tout un tas de lois ensemble, etc., etc. Comment un enfant, disons, suisse va avoir un agrément du gouvernement? Non, mais tout à fait, Olivier. Donc ça c'est ce qu'on disait un peu en préambule. C'est-à-dire que par contre, toutes ces lois-là, il y en a certaines, typiquement, qui risquent par contre d'aller un peu à l'encontre... Enfin, en gros, dans la francophonie, tu auras d'autres personnes qui ne seront pas touchées par ce type de loi. Donc voilà, mais l'État français n'a pas pouvoir au-delà de ses frontières, quoi. C'est ce que... ça, c'est sûr. Terroriste aussi. Donc Mokuji qui dit: chaque pays est responsable de la sécurité de sa population. Si un territoire en Suisse est visible en France, la France peut le couper. C'est juste une question de volonté. D'accord. Ben voilà. Mais je pense que de toute façon, il y a des sujets sur lesquels ils seront plus réactifs que d'autres, à mon avis. Bon voilà, ça c'est plus ou moins ce qu'on a dit. Bruno Le Maire, dit Mokuji. Bruno Le Maire a bien rappelé qu'ils peuvent couper des influenceurs même s'ils sont à Malte ou à Dubaï. Ok. Ben voilà, je sais pas moi. Alors j'imagine que j'aimerais bien savoir quand même de quelle manière. Et puis bon, il y a les VPN aussi, hein. Donc comment est-ce que... Enfin, bon, après je pense qu'ils vont pouvoir avoir des actions, mais ça risque d'être un peu limité sur certains aspects. Après oui, c'est sûr qu'ils y arriveront, mais encore une fois, ils peuvent pas s'attaquer au monde entier, et voilà. Le RGPD protège par exemple les Européens dans le monde entier. C'est vrai, c'est un bon exemple. Mais le RGPD, je pense que c'était quand même quelque chose de relativement lourd qui a mis du temps à être mis en place, hein. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Donc à voir. Mais au niveau législatif, en tout cas, on a une base. Au niveau légal, je sais pas pourquoi je dis législatif à chaque fois. Au niveau légal, on a une base et ça, c'est plutôt cool. Et après, ça évoluera en fonction. Des e-commerçants japonais et américains bannissent les Européens sur leur site pour ne pas avoir respecté le RGPD. D'accord. Oui, donc il y a des exemples concrets, ok. Donc ça, c'est Mokuji. Olivier qui dit il faudrait une règle. Ok. Ouais, bah c'est cool tous les détails que vous apportez, en tout cas tous les deux, merci beaucoup. Moi, voilà, ce que je dis, c'est à voir comment les choses vont évoluer. J'espère que ça va être vite adopté en fait au niveau du Sénat, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de débat là-dessus. Et puis après, voir déjà les premiers impacts directs. Je pense qu'on observera ça en fait sur le tas. Et puis voir ensuite s'il faut encore faire évoluer et faire en sorte de protéger sur des choses très concrètes qu'on pourrait voir passer. Mais je pense que voilà, après avoir ajouté, mettons un amendement, ajouter un pan supplémentaire à la loi, c'est beaucoup moins lourd que de faire là vraiment il y avait un tas de lois qui sont passées d'un seul coup, et donc c'est comme si on faisait passer beaucoup de code d'un seul coup, puis après qu'il fallait juste rajouter des petites features. J'imagine que c'est beaucoup moins lourd en termes de process. On enchaîne les amis avec l'article suivant du coup, puisqu'on parle d'influenceurs et d'influenceuses. Eh bien,
ces derniers risquent d'être touchés, et en tout cas ont été touchés pour la plupart, sur la fermeture du coup de Utip. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Donc Utip, c'est une plateforme en fait, de mémoire, c'est français, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui en fait était, c'est un genre de Tipeee un peu, ou ce genre de plateforme, c'est-à-dire que quand vous êtes créateur ou créatrice de contenu, vous avez la possibilité de proposer à votre communauté de vous soutenir de façon assez régulière en leur proposant de prendre typiquement, c'est un peu comme des abonnements, c'est pas vraiment des abonnements, mais en fait en gros vous vous engagez par exemple à payer, je sais pas moi, 1 euro par mois ou 3 euros par mois. Et donc vous prenez cet abonnement que vous pouvez couper quand vous voulez, hein. C'est exactement comme, je sais pas, vous prendriez un abonnement de Netflix ou ce genre de choses. Et donc c'est plus sur du récurrent. Et en fait l'avantage de ce genre de choses, c'est que ça permet en fait de donner à la personne, donc à l'influenceur ou influenceuse, une visibilité un peu plus importante. Et donc par exemple elle sait qu'elle a, je sais pas moi, 10 000 personnes qui lui donnent chaque mois sur une moyenne de somme, je sais pas moi, de 5 euros, voilà, elle a une idée de combien est-ce qu'elle va pouvoir faire de chiffre d'affaires tous les mois, et c'est beaucoup plus concret et rassurant, on va dire, que simplement se baser sur du don, même si à l'arrivée c'est la même chose, hein, mais au moins c'est plus facilement chiffrable. Donc du coup, Utip est un service de ce type, donc ils disent service de financement participatif, prisé des youtubeurs français. Et en fait, que fut la surprise, que fut notre surprise de découvrir que quasiment du jour au lendemain, en fait, ils annoncent qu'ils ferment et qu'ils coupent purement et simplement leur service. Donc je vous résume ça rapidement avec cet article de Numérama. Utip était une plateforme à part dans l'écosystème français des créateurs de contenu. Le site de microfinancement participatif permettait aux fans de faire des dons réguliers. Un principe semblable à celui de Tipeee ou de Patreon, mais associé à une charte éthique qui avait séduit beaucoup de créateurs. Mais le 3 avril 2023, c'est la sidération. Le Frandroid révèle que l'entreprise est en difficulté et qu'elle est rentrée en liquidation judiciaire le 23 mars. L'entreprise confirme quelques minutes plus tard par un message sur Twitter annonçant sa disparition. L'arrêt des services est prévu pour le lendemain. C'est ça qui est assez fou. Au-delà du fait que c'est très triste qu'ils mettent la clé sous la porte, c'est surtout qu'ils l'ont fait du jour au lendemain et qu'il y a des gens, même se rendre compte qu'il y a des gens qui ont peut-être 50, 70% ou plus de leur chiffre d'affaires et de leur entrée d'argent et de ce qui les fait vivre basé sur ce service. Donc comment tu fais pour migrer du jour au lendemain, prévenir tous tes fans, toute ta communauté, etc. de dire ok, en fait il faut couper Utip, enfin de toute façon Utip va être coupé et maintenant il faut me donner l'argent sur une autre plateforme, machin, en termes d'organisation c'est compliqué. L'arrêt des services est donc prévu pour le lendemain, le 4 avril. Pour les créateurs qui dépendaient de la plateforme pour vivre, c'est le plongeon dans le vide. Donc le tweet, je crois qu'on l'a là. Tic tac, voilà. Donc annonce importante, la plateforme cessera son activité le 4 avril et donc c'est tweeté le 3 avril à 10h52 précisément. Car notre prestataire, alors ça c'est ce qu'ils avancent comme argument, car notre prestataire de paiement MangoPay a décidé de mettre fin à notre contrat, aucun don ni achat ne sera possible après cette date. Ok, donc ça c'est le tweet qu'ils ont posté. Donc que dit encore l'article, il y a une citation d'un influenceur qui s'appelle Monsieur Phi, qui dit ça me met dans la un youtubeur spécialisé donc dans la philosophie. Utip représentait la moitié de mes revenus réguliers. Je ne fais pas trop de contenu sponsorisé, donc Utip c'est vraiment le service sur lequel je pouvais compter. C'était assez rassurant ce système de paiement, ça donnait l'illusion d'une stabilité. Que ça disparaisse tout d'un coup, ça fait mal. Voilà, donc ça il y a beaucoup de témoignages dans l'article, je ne vous ai pas tous mis, mais de youtubeurs, d'influenceurs, etc., qui disent à peu près les mêmes choses. Après la disparition de Utip, c'est tout l'écosystème des créateurs de contenu français qui s'est retrouvé sur Twitter pour parler. Entre les discussions sur les pertes de revenus et les regrets de voir une plateforme disparaître, beaucoup ont fait part de leur rancœur à l'encontre de Utip. Je lis rapidement vos commentaires parce que je vois que ça fait aussi un petit peu réagir. Tac. Donc Mokuji qui dit, je sais pas pourquoi je dis Mango, j'ai lu avant MangoPay, du coup ça m'a influencé. Donc Mokuji qui dit Utip était sympa au départ, on pouvait soutenir quelqu'un juste en regardant de la pub sur la plateforme. Depuis, ils n'ont pas arrêté de descendre en qualité. D'accord, ok. Puis ce qui est cool, c'est que c'est aussi français, donc c'est plutôt
plutôt sympa d'avoir ce type d'initiative. D'après Mangopé, Utip n'a pas respecté le contrat en soutenant des influenceurs travailleurs du sexe. C'est ce que j'ai lu aussi, quelque part, que en gros, bon, il y a un peu la version officielle et la version officieuse de pourquoi est-ce que ils ont coupé plus ou moins leur contrat avec eux, pourquoi c'est si soudain. Et je crois qu'il y a une notion avec une personne en particulier qui est assez, qui a une grosse communauté, on va dire, et qui est donc, voilà, qui est sur du contenu pour adultes, on va dire, et donc visiblement Utip l'avait dans ses utilisateurs, et donc il y aurait une histoire comme ça. C'est ce que j'ai lu aussi plus ou moins, mais je continue de lire l'article et de découvrir ça. Donc Mangopé qui était l'intermédiaire de paiement utilisé par Utip est présenté par le site comme étant à l'origine de sa fermeture. Mangopé aurait bloqué l'argent de l'entreprise à cause d'un compte Utip d'une créatrice de contenu pour adultes, voilà, ça valide bien ce qu'on a dit, forçant l'entreprise à entrer en liquidation judiciaire le 23 mars. Donc on a une citation qui dit de Monsieur Phi, donc, qui est donc un youtubeur orienté philosophie. Utip n'a jamais parlé de tout cela, sauf au dernier moment, le 3 avril. C'est pas possible de faire ça, je l'ai vraiment en travers de la gorge. Tu m'étonnes. Bon, j'ai passé un certain nombre de passages, encore une fois, parce que c'est plein de témoignages, etc., mais qui se retranchent un peu, qui disent plus ou moins la même chose. Finalement, la fin de Utip souligne une fois de plus la précarité extrême du modèle économique des créateurs de contenu. Sa disparition peut-elle changer toute la façon dont le secteur se finance? Donc ça, c'est question ouverte, hyper intéressante, de se dire, bon ben voilà, on a un modèle qui en plus est en train de changer, hein. On l'a vu aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui ont l'impression de devoir trouver d'autres façons de gagner de l'argent parce que leur modèle économique basé sur de la pub est plus que précaire. Quid effectivement des créateurs de contenu eux-mêmes qui se financent et qui ont des moyens de se financer qui sont entre guillemets bancales, au moins au début, quand tu commences un peu à gagner de l'argent grâce à ta commu et que c'est basé uniquement sur du don, c'est pas aussi safe, on va dire, que si tu étais salarié ou ce genre de choses. Mais bon, après j'ai envie de dire, demain tu montes ta boîte, t'es entrepreneur, tes clients peuvent tous se barrer, hein, c'est pareil. Hein. Donc voilà, en tout cas, au niveau du modèle économique et de la façon dont les créateurs de contenu vivent, on peut voir que comme ça, du jour au lendemain, tu peux perdre. Moi j'ai lu, alors je sais plus, je crois que c'était dans l'article, il y en a, je crois que c'était jusqu'à 70% de leur CA qui était basé uniquement sur Utip, quoi. Donc compliqué. Hein. Alors, je lis un peu vos commentaires. Mokuji qui dit Mangopé sont des Américains assez prudes. Non, mais après, il n'y a même pas une question de ça. Je veux dire, t'as des règlements, t'as des règles qui sont mises en place. Quand tu utilises un service, tu en prends connaissance. Après, tu peux très bien avoir, je sais pas moi, tu peux très bien faire une erreur, une mention légale que t'as mal lue, ce genre de choses. Mais je suis à peu près convaincu, à vérifier, hein, mais je suis sûr que potentiellement ils ont dû avoir des échanges avec Mangopé, ils ont dû avoir, il y a dû y avoir quand même des discussions. Ils n'ont pas coupé comme ça du jour au lendemain en mode let's go. Est-ce que après Utip a fait les démarches qu'il faut? Est-ce que voilà, c'est surtout en termes de communication. Moi, je peux pas croire comme ça que tu coupes comme ça du jour au lendemain. Ça paraît relativement dingue, quoi. Et encore une fois, s'ils sont 100% basés aussi sur Mangopé, ça veut dire que t'as aucune solution de repli et que tout capote en fait comme ça, basé sur un seul prestataire. C'est quand même, c'est chaud quand même, hein, de se dire que voilà, t'es dépendant à 100% de ça, quoi. Enfin, je sais pas, moi ça me... C'est un peu comme les réseaux sociaux, on disait bien, hein, les créateurs de contenu, ils ont tout intérêt à diversifier au niveau des plateformes, parce que si demain t'en as une qui tombe, imaginons en ce moment TikTok par exemple, sur lequel beaucoup de gens misent, si on sait bien qu'en ce moment là avec les Américains c'est un peu compliqué, si demain TikTok se fait couper, enfin il faut en avoir conscience de ça, si demain TikTok s'est avéré que sur le territoire américain il coupe complètement les vannes, et qu'ils perdent toute leur, je dirais, leur communauté américaine. Déjà, premièrement, ça peut donner des idées à d'autres, type à l'Europe, ce genre de choses. Et ensuite, ça peut signer l'arrêt de mort complètement du réseau, quoi. Donc, si toi, tes revenus sont basés que sur ça, et que t'as pas diversifié, que t'es pas sur d'autres plateformes ou autres, il va t'arriver des bricoles, hein.
Après, on spécule, hein, peut-être qu'il n'y aura rien, hein, mais voilà. Je lis un peu les commentaires. Faut diversifier, ouais, voilà, ce que dit Memokuji, il faut diversifier les sources de revenus quand on est influenceur, c'est vital. Même Mangopé a dû leur donner plus de 24 heures. Mais c'est ce que je me dis. Enfin, moi, je peux pas croire qu'ils aient pas pu. Et alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que à partir du moment où effectivement c'est avéré que typiquement que tu as une personne dans ta communauté qui ne respecte pas entre guillemets les mentions légales, pourquoi est-ce qu'ils se sont entre guillemets bornés à conserver cette personne en fait dans leurs utilisateurs? Pourquoi ils l'ont pas purement et simplement stoppé, quoi? Enfin, à moins que vraiment elle leur apportait énormément de business, mais moi je pense qu'il vaut mieux te priver quand même ok, une personne influente, mais étant privé et conserver tout le reste de ta commu, quoi, parce que là typiquement c'est stop, quoi, c'est terminé, c'est fini. Donc je sais pas, je trouve que cette affaire elle est un peu opaque et il manque un peu il manque quelques pièces, on va dire, au puzzle avant de vraiment comprendre. Olivier qui dit oui, diversifier les sources de revenus et aussi les canaux d'argent, plusieurs services financiers, il faut créer son réseau local de flux d'argent, quoi. Mokuji qui dit Utip est en faute et peut se faire attaquer judiciairement. D'accord. Ouais, bah il y a aussi cet aspect-là où ça peut aller beaucoup plus loin, mais déjà je pense que le fait de stopper ton service, ça calme déjà. Les rumeurs disent que Utip allait mal et que ça a été l'occasion de fermer. Ah ouais. Que déjà financièrement c'était compliqué, que c'était un peu l'excuse, voilà. Un peu comme certains qui ont pris le Covid. Alors il y en a pour qui effectivement le Covid ça les a mis à terre, mais il y a des gens pour qui c'était compliqué et le Covid ça a été un peu l'excuse, quoi. C'est un peu le même phénomène. La faillite a été déclarée il y a une semaine, donc ils savaient. D'accord, ok. Ok, ouais, ben oui, moi je te dis encore une fois, je trouvais ça un peu brusque comme truc et l'excuse un peu bizarre. Bon. Ok, on enchaîne les amis avec la suite. On enchaîne du coup avec Twitter. On va passer très rapidement dessus. Donc Twitter qui a dévoilé son algorithme pour recommander les tweets aux utilisateurs. Donc très rapidement on passe dessus. Ces derniers mois, un fil pour vous, donc le For You, est apparu sur Twitter et le réseau social détenu par Elon Musk avait annoncé vouloir le rendre public en accès en open source. Bon, comme par hasard, quelques temps après qu'il y ait eu du leak de code, mais bon, c'est un détail. C'est désormais chose faite, vous avez donc en ligne sur GitHub, vous pouvez accéder à ça. Donc, très concrètement, l'algorithme qui alimente le fil pour vous, donc For You, fonctionne en 3 étapes appelées Home Mixer. Dans un premier temps, il rassemble les meilleurs tweets parmi les différentes sources recommandées. Donc en gros, il vous prend 1500 tweets, il vous les collecte, 1500 tweets, dans le but de construire une timeline composée à 50% de tweets de personnes que vous suivez et 50% de personnes que vous ne suivez pas, qui sont hors de votre réseau, je suppose, voilà, qui détectent en fonction de vos centres d'intérêt. Donc une fois qu'on a ces 1500 tweets, la deuxième étape, c'est un classement, il faut classer pour savoir dans quel ordre on les affiche. Et donc le classement est effectué par un modèle d'apprentissage automatique. Le but est d'optimiser le tri des tweets pour ne garder que ceux ayant les meilleures chances de provoquer un engagement positif par un like, un retweet ou une réponse. La question que je me pose, c'est si jamais on scrolle au-delà des 1500, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il recharge ou est-ce qu'on arrive au bout? Ce serait intéressant de tester. La dernière étape, donc une fois qu'on a pris ces 1500 tweets, qu'on les a triés, donc le but est de filtrer la sélection de tweets pour éviter de proposer des publications que vous avez déjà vues, issues de comptes que vous avez bloqués et ou avec un contenu incompatible avec un visionnage sur un lieu de travail. Home Mixer s'assure également de ne pas vous montrer trop de tweets issus du même utilisateur. Enfin, d'autres contenus sont ajoutés au fil comme des tweets sponsorisés ou des recommandations de comptes à suivre. Voilà. Donc il y a un peu le graphe de ce qui se passe. C'est plutôt intéressant de voir ça. Et donc, ouais, alors Twitter affirme que le processus décrit ci-dessus se répète 5 milliards de fois par jour et prend environ 1,5 secondes. Ça me paraît énorme. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont la puissance de calcul de faire ce genre de choses, mais c'est dingue. Et donc, ça c'est pour la théorie, on va dire plutôt macro, c'est-à-dire au niveau macro, comment est-ce que c'est géré. Si on va plus dans le détail sur, ok, mais comment tu sais en fait lequel est plus
sur quels critères en fait tu vas dire je vais plutôt faire monter ce tweet que l'autre sur ces 1500. Là aussi il y a un autre article du blog du modérateur qui nous y répond. Donc ils disent certaines bonnes pratiques permettent à vos tweets et donc à vos comptes de gagner en visibilité, car l'algorithme de recommandation de Twitter classe vos publications selon certains critères. Un boost de visibilité est octroyé en fonction de ce que vous postez, mais aussi de l'engagement de vos utilisateurs. Donc ils donnent des exemples. Pour chaque fois que vous avez une réponse sur votre tweet, vous avez un boost x1. C'est bizarre d'ailleurs x1, parce que x1 ça fait toujours le même résultat. Bon bref, en gros vous avez un boost, mais qui est de l'ordre 1 on va dire, pour vous donner un ordre de grandeur de qu'est-ce qui booste plus que le reste. Donc un retweet x 20, donc là beaucoup plus important. Un like x 30, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'un like ça peut paraître en fait moins engageant et plus en mode ça va vite, tu postes vite fait, tu likes et voilà c'est moins engageant entre guillemets qu'une réponse ou un retweet où vraiment là t'affirmes que voilà, t'as une réaction vis-à-vis de ce post, mais pour autant, salut Nico, coucou à toi. Pour autant, c'est pas le cas, il favorise apparemment le like. L'ajout d'un média, d'une image ou d'une vidéo boost de 2. Discuter d'un sujet d'activité ou tendance, donc ça c'est quelque chose qui favorise aussi pas mal la mise en avant. Et être membre de Twitter Blue, il y a un boost de 2 à 4, donc ça veut dire une réponse x1 n'a pas d'influence sur l'influence. Non, c'est ça. Alors, je pense que quand c'est x1, c'est pas au niveau mathématique, c'est plus pour te donner, je dirais, un ordre d'idée du calibre, à quel point est-ce que ça va être bien pour toi et ça va te donner un boost ou pas quoi. Être membre de Twitter Blue du coup boost, et ça encore une fois on en a parlé, vous connaissez mon point de vue là-dessus, ça veut dire que ça favorise un peu une discrimination économique quoi, et c'est d'une tristesse ça, c'est de se dire que ok tu payes, t'es plus mis en avant quoi. Alors je suis d'accord, c'est 2-4, c'est ridicule par rapport au like et au retweet, mais quand même quoi, enfin bon, je sais pas s'il y a que moi que ça choque, mais bordel, moi je comprends pas. Votre compte va également être valorisé si les actions suivantes se produisent. Si un utilisateur clique sur votre tweet et reste dans la section réponse pendant plus de 2 minutes, vous avez un boost de 22 par rapport à un simple like. Si un utilisateur va voir votre profil depuis votre tweet, boost de 24 par rapport à un simple like. Si un utilisateur répond à votre tweet, boost de 54, ça c'est cool. Par rapport à un simple like, et si un utilisateur enfin répond à votre tweet et que vous lui répondez, 150 par rapport à un simple like. Voilà. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il faut faire pour essayer d'être visible. Et après donc il y a le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent vous déclasser entre guillemets. Je lirai vos commentaires, j'essaye d'avancer un petit peu. De la même manière, certaines actions auront un impact particulièrement négatif pour le coup sur la visibilité. Donc être mis sous silence par exemple, c'est une fonction qui existe. Donc s'il y a des utilisateurs qui vous mettent sous silence, ils disent pas bon pour vous. Être bloqué, être unfollow, poster du contenu offensant, inclure plusieurs hashtags dans un même tweet, ça c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui le font. Être signalé pour du spam, inventer des mots ou faire des fautes d'orthographe, je pense qu'il y en a qui ont du souci à se faire. Publier des liens hors groupe des médias d'information. Donc je pense qu'après tout ce qui est liens externes, etc., forcément ça va pas être bien vu. Après ils disent il y a aussi le ratio abonnement-abonné qui est important. Publier de fausses nouvelles, voilà, tout ce qui est fake news, participer à des informations. Twitter classe votre compte dans des groupes de profils similaires et tweeter sur des sujets qui sortent de ce cadre fera baisser votre rang. Donc il y a une notion aussi, j'avais vu ça, en fait c'est un peu, imaginez un schéma avec des bulles, et en fait vous êtes plus ou moins dans une bulle, on va dire, en fonction de ce qu'on détecte, vous faites partie d'un groupe de personnes ayant plus ou moins les mêmes centres d'intérêt, et si effectivement il se rend compte que vous sortez un peu de ce cadre, ce qui est un peu triste, mais si vous sortez un peu de ce cadre, genre je sais pas moi, vous parlez de web pendant 1 an, 2 ans machin, et là vous publiez subitement un truc sur du foot, en fait ça va être mal perçu par l'algo, et donc c'est un peu hors cadre, et voilà. D'où cet effet de bulle dont on parle à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois on est un peu catégorisé dans les réseaux, et ce qu'on pourrait croire comme étant un outil qui nous permet de nous ouvrir les réseaux sociaux, en fait au contraire ça nous ferme dans un côté très silo, j'allais dire, voilà. Comment ça s'appelle le machin? J'ai perdu le nom. Vous savez qu'on met dans la bouteille pour verser de l'eau à l'intérieur. Oh là là, j'ai perdu le mot, c'est terrible. Entonnoir, voilà, ça fait un effet entonnoir. Mon explication était plus que approximative. Donc du coup, exactement, merci Marriott, Nico et Olivier. Plus 10 points pour Gryffondor.
Donc tous ces éléments donnent en fait un score de crédibilité. Oh, entonnoir. Alors là, je donne des points pour Mokuji qui nous a fait un jeu de mots. La régalade. De bon matin, t'as le cerveau qui est en ébullition. Hein. Je sais pas comment je peux faire pour le truc pour faire ça. Non mais c'est ça, entonnoir le web. Allez-y avec les vannes. Je suis hermétique à ce genre de choses. Vous pouvez y aller. Oui, c'est vrai, en plus, Antoine t-shirt noir, c'est... c'est un peu à ma marque de fabrique. Entonnoir, c'est ça. Pas de vanne un peu chelou, hein, s'il vous plaît, parce qu'on est entre gens bienveillants ici. C'est con que j'ai pas des points. On peut pas. Ça, c'est un truc sur Twitch, ça me dérange. Et on peut pas accorder des points de chaîne, par exemple, à des gens où on leur donnait des points. Parce que là, franchement, sur la vanne de l'entonnoir, j'aurais plus soyé. Alors, je conclue rapidement là-dessus. Donc, tout ça fait que vous avez un score de crédibilité. Ils appellent ça le Twip Cred, qui est la base sur lequel le réseau social s'appuie pour développer ou non votre visibilité. Voilà un petit peu. Donc, c'est intéressant qu'ils aient un peu open sourcé, même s'ils concluent en disant que grosso modo, c'est quand même quelque chose qui risque d'évoluer avec le temps, etc., etc. Il faudrait que Anto visite l'expo Outre-Noir. Alors, c'est déjà fait. C'est déjà fait, puisque, je sais pas si tu le sais, donc moi, je suis basé dans le Lot, et l'Aveyron est pas très loin je suis à 1 heure de Rodez à peu près. Et donc, Rodez, le maître de l'Outre-Noir, si tu connais un petit peu. Alors, attends. On va faire un point culture. Donc, peintre Outre-Noir, sur qui tu tombes. Tic-tac, tic-tac. Pierre Soulages, voilà, Pierre Soulages qui a des origines justement à Rodez, et donc l'expo Pierre Soulages est à Rodez, et j'ai visité ce musée qui est fabuleux, alors autant sur la partie je dirais autant sur la partie des créations, bon ben ça on aime ou on n'aime pas, mais par contre le lieu est complètement dingue, musée Soulages, est-ce qu'il n'y a pas des photos? On fait un petit point de culture les amis, tac tac. Voilà, c'est un musée comme ceci. Et je sais pas si on a des photos de l'intérieur ou pas. Si, ouais, voilà. Je sais pas si vous voyez bien ou pas, mais c'est très très beau. Le musée est vraiment très très beau et franchement c'est chouette d'avoir ça pas très loin de chez moi. Ça attire énormément de gens d'ailleurs. Et je crois qu'ils ont vraiment pété leur stat au niveau de ce qu'ils avaient prévu en termes de visiteurs. Donc voilà. C'est un peu votre Louvre à vous. Ouais, c'est ça. Alors bon, moi je suis pas aveyronnais, hein, je suis lautois, c'est pas la même chose. mais ouais, je suis pas très loin de Rodez et j'ai beaucoup d'attaches, que ce soit en Aveyron ou que ce soit à Rodez, donc voilà, beaucoup de potes qui sont là-bas. Donc voilà, l'Outre-Noir, petite parenthèse, tu as tapé dans le mille. Les amis, on termine sur une dernière actu avant de faire une petite démo, un truc que je voulais vous faire tester, que je trouvais plutôt bien. On termine sur cette actu, j'avais pas prévu d'en parler, mais en fait j'ai vu ça ce matin. En Moselle, on a Pompidou, d'accord, ouais, bah chacun défend un peu son truc, c'est bien normal. Anto, si tu veux donner des points de chaîne à quelqu'un, alors est-ce que c'est possible ou pas? Je sais pas, je vois Olivier que t'as commencé ta phrase, mais... j'ai pas vu la fin. Je sais pas si c'est possible sur Twitch d'accorder des points de chaîne. Je ne sais pas. Ah ben j'irai en Lot-et-Garonne, je pourrais peut-être passer. Alors Lot et Lot-et-Garonne, c'est pas du tout à côté. C'est un peu un piège, mais ouais, Lot-et-Garonne et Lot, c'est pas à côté. Moi, c'est vraiment le Lot. Mais si tu passes dans le Lot, notamment à Figeac, n'hésite pas à m'écrire. C'est avec plaisir qu'on ira boire un café ou une bière. Alors les amis, cette news, donc j'ai cherché plusieurs articles, j'en ai trouvé 2. J'ai toujours pas tranché sur lequel je vais vous lire. Je pense qu'on va potentiellement lire celui-ci, celui de Mac Génération, et au pire on complétera. Donc ce matin, pendant que j'étais... je connais Lot-et-Garonne pour... Oh, ok, d'accord, bah, très cool. Et je suis aussi allé à Rodez. Bah écoute, voilà, le monde est petit comme on dit. La France est petite, mais le monde est petit. Donc ce matin, quand j'étais en train de me préparer pour le stream, j'ai découvert en lisant en faisant un peu le tour de l'actu, une nouvelle assez importante, on va dire, en tout cas pour les personnes qui pratiquent le web créatif, et vous savez que ça fait partie un peu de mes sujets de prédilection, j'en parle sur ma chaîne perso, et de façon générale, ça va impacter forcément les acteurs du web en général.
Donc une norme qui s'appelle WebGPU, on va pas entrer dans le détail parce que Atomisty WebGPU, combien de temps j'ai attendu pour cette API? Et ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc du coup, je vais juste rapidement vous expliquer un peu l'idée. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous faites en fait du web dit créatif, quand vous essayez en tout cas de pousser un petit peu au niveau des animations en JavaScript ou ce genre de choses, quand vous essayez de faire des choses type de la 3D ou des effets très poussés, ce genre de trucs, très rapidement en fait vous allez être un peu limité par tout ce qui est CSS, voilà, même si le CSS permet de faire des choses quand même relativement poussées, vous allez être vite limité un peu par tout ça, et donc ce qui se passe, c'est que vous allez faire appel à une API qui s'appelle WebGL. Généralement, c'est ce qu'on préconise et c'est ce qu'on utilise une fois qu'on monte un peu plus et qu'on veut aller un peu plus loin. Le WebGL, en fait, c'est une API qui permet d'accéder à une autre norme qui s'appelle OpenGL et qui permet en fait de faire des animations beaucoup plus poussées, notamment grâce à la carte graphique. Et donc, bon, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé, on va dire, dans le monde du web créatif, sauf que c'est quelque chose qui date un peu, qui commence à se faire un peu vieux, qui n'est pas spécifiquement simple à utiliser et qui est assez limité sur certains aspects techniques. Du coup, en fait, le double... Alors, je crois que... Je sais plus de qui ça vient, si c'est le W3C ou qui c'est qui est un peu derrière tout ça. Mais je crois qu'il y a Apple aussi là-dedans. On va lire l'article et ça nous dira un peu plus d'infos. En gros, il y a une initiative qui visait à réécrire une nouvelle norme, enfin quelque chose une alternative à WebGL, qui s'appelle WebGPU et qui permettrait d'être beaucoup plus efficace, de faire des calculs beaucoup plus vite, et notamment de permettre un truc qu'on appelle le multithreading, c'est-à-dire de faire plusieurs calculs en parallèle à la fois, et du coup avoir beaucoup plus de puissance de calcul. Sauf que voilà, WebGPU, c'était testable, mais dans certaines conditions, voilà, c'était pas accès au grand public. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette norme WebGPU, en tout cas Chrome et Google a annoncé que dans la prochaine version de Chrome, c'est donc la 113, il y aurait une activation par défaut de WebGPU, ce qui change beaucoup de choses, puisque Chrome, c'est un peu le fer de lance, il y a beaucoup de choses qui émanent, pas que, mais entre autres de Chrome, qui après, on sait qu'une fois que c'est dans Chrome en général, c'est que ça commence à être grand public, et ça risque d'être diffusé très rapidement par les autres navigateurs. Donc voilà un peu l'idée. Chronos dit Atomisty, je sais plus. Je sais qu'il y a le W3C derrière tout ça, qui est un peu l'organisme en charge de normaliser le web. Mais je sais plus qui est-ce qui a monté ça. Je crois que c'est précisé dans l'article, on va le lire. Chrome va-t-il optimiser la gestion de la mémoire à cette occasion? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais ils ont fait des efforts. Hein. Dernièrement, là, ils ont sorti, là, il y avait d'autres... on en avait parlé de ça, il y avait 2 features, là. Memory Saver et je sais plus lequel c'était. Donc, ils essayent de travailler un petit peu dans ce sens-là, mais effectivement, c'est pas encore trop ça. Alors, je dis ça rapidement. On va pas trop rentrer dans la technique parce que moi-même, déjà, il y a certains trucs... Il y a certaines choses que je maîtrise à peu près, mais d'autres un peu moins. Et puis c'est vite technique, donc ça va vite vous saouler. Donc l'équipe Chrome devrait être la première à officialiser la prise en charge de WebGPU dans son navigateur. Safari et Firefox sont derrière. Chrome 113, à savoir qu'actuellement on est sur la 112, sert de banc de test à la finalisation de cette première base de compatibilité. Google a donc prévu d'activer WebGPU pour Chrome dans Chrome OS, macOS et Windows. Les autres plateformes suivront ultérieurement. WebGPU est à l'origine une contribution d'Apple, voilà, donc on a la réponse, visant à formaliser une méthode de représentation de contenu 3D en utilisant la puissance des cartes graphiques plutôt que le processeur. Chaque système d'exploitation a son jeu de commande pour le faire, Metal chez Apple, Direct 3D chez Microsoft, etc. Mais il fallait une couche supplémentaire et standardisée pour interpréter le contenu web. Donc on a un schéma là où en gros ils expliquent, vous avez votre application, l'API WebGPU et puis directement un accès donc à ça, DirectX, Metal et Vulkan. Voilà. Ce chantier est un chantier donc de longue haleine. Il a démarré il y a 6 ans avec des essais de Google qui souhaitait un successeur à WebGL, lui-même dérivé d'OpenGL.
Un OpenGL dont les librairies graphiques avaient été adoptées par Apple pour Mac OS X, remplacé peu à peu par Metal. À la suite de Google, Apple a proposé au consortium W3C, donc W3C, bon je pense que tout le monde est au fait, et donc ils ont proposé un nouveau jeu d'instructions ouverte qui s'appelle le WebGPU. Ce dernier est plus avancé que WebGL, il s'attaque à des tâches plus complexes, il permet des animations JavaScript de s'exécuter avec beaucoup moins d'efforts, pour un même résultat et des opérations sur des modèles en machine learning qui sont décrites comme 3 fois plus rapides. Voilà, donc il y a des gens qui ont fait des tests pour des trucs, pour du machine learning, et donc ça serait 3 fois plus rapide. Ce n'est toutefois qu'une première étape, cette boîte à outils est amenée à se remplir au fil des versions et des rendus qui devraient s'améliorer visuellement. Donc voilà un peu pour cette petite news, on va pas aller beaucoup plus dans le détail, mais sachez que WebGPU devrait être activé, ce qui est une grosse nouvelle pour le milieu du web créatif et pour tous les gens qui voudraient faire des animes beaucoup plus avancés. Olivier qui dit ok, donc on aura dans Chromium d'abord qui sera ensuite déployé sur Chrome, Edge, Brave, Vivaldi, Opera. Alors je ne sais pas si c'est activé au niveau de Chromium ou c'est uniquement propre à Chrome. Je sais pas trop, mais en tout cas, le navigateur Chrome, visiblement, l'embarquera et l'activera par défaut. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous présenter assez rapidement. Mais bon, à chaque fois je dis rapidement, mais en fait je suis pas rapide parce qu'il y a tellement de choses à vous présenter que voilà. Donc pour conclure les amis, on va faire une petite démo sur un outil que j'ai découvert il y a quelques jours. C'est vraiment très rapide. Merci beaucoup pour le follow Yanzus, bienvenue à toi. Chrome est justement un Chromium plus fonction de Google. Ouais, non, mais je suis au fait de ça, mais je sais pas si c'est intégré directement dans Chrome. Enfin, le fait de l'activer par défaut, est-ce que du coup ça va être juste sur la surcouche en fait Chrome, ou est-ce que c'est quelque chose qui est directement dans le moteur Chromium? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je sais pas s'ils peuvent forcer en gros tous les navigateurs basés sur du Chromium à activer ça en fait. C'est ça ma question. Donc ça va être un peu l'instant démo. On va découvrir ensemble l'outil Glide. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas. Donc Glide qui est un outil qui se veut dans la mouvance no-code, on va dire. Et comme vous savez, en ce moment, j'essaye pas mal d'automatiser un certain nombre de tâches et je découvre un peu ce milieu du no-code que je trouve assez passionnant, particulièrement quand vous avez un profil tech et dev et que vous avez toute cette logique d'algorithmie. Il y a des choses qui sont hyper cool à tester. Donc, dans les faits, de façon très concrète, pour résumer, l'idée de Glide, c'est qu'on va pouvoir assez facilement créer une interface, on va dire, de contribution et le relier en fait à quelque chose de relativement simple, comme par exemple un Excel, un Google Sheet, ce genre de choses. Ça, c'est plutôt cool. Je vous donne un exemple. J'ai mes parents, par exemple, qui sont commerçants. Et chaque année, à Noël, toutes les prises de commandes, des fois, parce qu'il y a un flux de commandes qui arrive de façon assez énorme, on va dire, pendant la période de Noël. C'est une grosse période. Et ce qu'il y avait de pénible, c'est qu'à chaque fois, les commandes, il fallait les recopier en plusieurs fois pour les distribuer côté fabrication, côté vente, etc., etc. Donc du coup, on a mis en place un Excel. Ce qui est plutôt cool et plutôt pratique, mais le problème c'est que Excel, voilà, tout le monde n'est pas forcément. Quand tu es en train de prendre ta commande, quand tu es dans une pâtisserie, t'es pas là à sortir ton ordi et aller sur Excel, c'est pas hyper pratique. Et du coup, je me suis dit que typiquement ce genre de cas, alors c'est un exemple, évidemment il y a plein d'autres choses, ça peut être pour des outils internes, ça peut être pour avoir des feedbacks, je sais pas moi, de vos clients, ce genre de choses. Ça peut être bien pratique, je trouve, de mettre en place un simple Google Sheet ou une table AirDrop ou ce genre de choses et proposer en fait une application ou un site internet qui permet de vite contribuer. Et c'est un peu ce que propose Glide, notamment le côté mobile qui est assez mis en avant. Donc on va tester ça rapidement. J'ai créé, alors je vais vite fait vous partager ça parce que je regarde juste qu'il n'y ait pas de choses sensibles. J'ai un peu regardé, mais je voulais quand même revérifier quand je fais mes partages. Hop. Voilà. Ah. Faut que j'aille sur Drive. Je vous demande 2 petites secondes. Tic. Eh bien, Google Drive, tu veux pas t'ouvrir? Tac. Voilà.
Donc par exemple, j'ai cette Google Sheet ici que j'ai créée. Bon, c'est très bête hein, comme exemple, vous allez voir, j'ai fait un truc très bateau. J'ai fait une colonne, alors c'est Excel, hein, vous voyez, il n'y a rien de fou. Hein. J'ai fait donc une colonne nom, c'est le nom de la personne, du client ou de la cliente. C'est un exemple bête, hein, mais voilà, c'est plus pour vous montrer un peu l'idée quoi. Anto, tu nous feras un stream dessus en no code. Attends. Glide, tiens. Ah, attends, il faut que je relise ton commentaire, Olivier, du début. Glide, tiens, on est sur No Code France. Anto, tu nous feras un stream dessus en no code. Non, mais voilà, le but n'étant pas de faire. On n'est pas spécialiste du no code. Les spécialistes, c'est No Code France, clairement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais bon, comme tu le sais, on est orienté web et des fois, quand je vois passer des petits outils comme ça qui peuvent vous aider au quotidien, je me dis ça peut être cool. Pour notre coworking en haute école, on a Glide. Ah d'accord, et alors du coup, tu connais, tu peux peut-être nous faire des retours d'expérience. Moi je ne connaissais pas, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça très très cool comme outil. Donc pour reprendre mon exemple, par exemple là on peut mettre, imaginons je mets le nom du client, je mets l'article qu'il ou elle veut, le nombre de personnes et la quantité, puis un petit commentaire, ok. Donc c'est quelque chose de relativement simple, mais en gros ça va jouer le rôle de ma base de données en quelque sorte, ok. Et donc ensuite je me rends dans l'outil Glide. Alors ça je vais le supprimer parce que c'est un test que j'ai fait. Donc voilà. Je vais créer, donc ça c'est l'interface un peu de base de Glide, sachant que c'est du freemium, donc il y a une partie gratuite qui vous permet déjà de faire quand même pas mal de choses. Je crée un nouveau projet que j'appelle, mettons, test Glide par exemple. Et donc en fait là je vais avoir la possibilité de choisir entre est-ce que je veux quelque chose version mobile ou version desktop. Sachant que les deux, enfin dans tous les cas, vous pouvez après reswitcher, mais c'est plus pour le truc par défaut. Donc par exemple, je vais dire donc... Moi, je peux mettre un nom plus explicite, hein. Pâtisserie c'était bien. Hein. Ou prise de commande. Voilà, ça va être une application qui va s'appeler prise de commande. Donc, projetez-vous sur des cas à vous, ouais, peut-être sur des outils internes ou sur des choses comme ça peut être intéressant. Je fais continuer. Et là, en fait, je peux dire sur quoi est-ce que je le link. Est-ce que en gros, je veux importer un fichier? Est-ce que je veux le lier à un Excel, à une base Airtable ou à un Google Sheet. Et après, il y a aussi, on peut le faire sur une... Ils proposent eux-mêmes aussi d'avoir ils appellent ça des glide tables, c'est-à-dire d'avoir une base de données faite sur leur outil. Mais nous, on va prendre du coup Google Sheet. Je fais continuer. Alors, il faut que je sign. Alors, ça va pas marcher. Alors, attendez, je suis désolé, c'est l'effet démo. Je sais que ça va pas marcher parce qu'en fait, mon navigateur interdit un certain nombre de cookies et du coup ça les empêche de fonctionner. Donc on va plutôt faire ça sur Firefox. Ne bougez pas, ça va pas prendre très long. Hook. Alors après, je vous montrerai également, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont tout un espèce de store, voilà. Ils ont tout un espèce de store sur lequel ils peuvent vous montrer des projets de démo et vous donner des idées justement là-dessus. Donc je vais mettre, non, je vais l'appeler prise de commande, ok. Je dis que c'est du mobile, par exemple, je veux en version mobile, je fais continuer, et je dis que c'est une Google Sheet, ok. Donc là, en fait, il me remonte l'ensemble de mes Google Sheets qui détectent, donc la base de données test glide que j'ai fait, je la sélectionne, hop. Et ensuite, donc, de façon plus ou moins automatique, il va me créer en fait une interface adaptée au mobile, et je vais pouvoir un peu changer tout ça. Donc typiquement, voilà, moi peut-être que je veux plutôt en liste. Et donc là en fait j'ai accès à... Alors ça s'appelle feuille 1 parce que c'est un nom un peu pourri sur mon Excel, mais j'aurais certainement donné un autre nom. Et je vais pouvoir customiser comme ça mon interface, donc définir un peu... alors je vais changer de scène pour pas gêner. Je vais pouvoir sur cette partie de droite, j'ai tout un tas de customisation, définir en fait quelle est ma source de données, définir un label, changer un peu le style. Donc là, vous pouvez voir le rendu qui s'adapte en fonction. Je peux faire un calendrier, je peux en faire un Kanban, je peux en faire voilà, tout un tas de choses. Par exemple, moi, je vais prendre la vue liste. Après, bon, je peux changer les labels de ce qu'il y a ici, on s'en fout. Je peux autoriser ou pas les utilisateurs à ajouter des items. Donc si je désactive, vous voyez que le bouton en haut à droite s'enlève. Je peux dire est-ce qu'ils ont le droit d'éditer également ou pas. Voilà, j'ai vraiment une gestion fine et d'ailleurs il y a une notion de comment ça s'appelle, mince, pardon. Il y a une notion de
d'utilisateurs. Genre je peux créer des utilisateurs, je peux mettre en place des formulaires pour qu'ils puissent se connecter ou pas. Enfin voilà, j'ai vraiment une gestion relativement fine. Et en fait, une fois que ça c'est terminé, que j'ai customisé mon truc comme je veux, donc on peut changer les couleurs, il y a vraiment tout un tas d'options, c'est assez intéressant. Je peux le publier. D'accord, en mettant un nom comme je le veux, donc je vais l'appeler commande par exemple, .glide.page. Ça sert à rien que vous testiez d'y aller parce que en fait vous devrez vous authentifier et ça ne marchera pas. Donc c'est plutôt bien fichu. Et donc là, j'ai accès à un QR code ou directement à une URL sur laquelle je vais pouvoir accéder directement sur mon téléphone à ça. Et en fait, toutes les modifications que je vais faire vont directement être impactées sur ma Google Sheet ici, quoi. Donc c'est exactement comme si en fait j'allais modifier ma Google Sheet, sauf que j'ai pas besoin en fait d'entrer par Excel. J'ai accès, en fait, j'ai comme une application mobile qui est directement prête, ou une application desktop si vous préférez la version desktop, qui est directement prête et utilisable en quelques clics, quoi. Et ça, je trouve ça plutôt bien pour faire du test and learn de certaines applications. Et alors, je sais qu'ils ont une partie justement où ils vous montrent un peu certains exemples, donc on peut regarder ça vite fait. Alors, vous pouvez créer vos propres templates, évidemment, mais eux vous en proposent certaines, notamment quand vous créez un projet. Non, c'est pas quand on crée un projet, c'est où que je l'avais vu déjà. Où est-ce que c'est? Il y a les settings. Alors les settings, vous pouvez aller relativement loin aussi, hein. Vous pouvez voilà, changer d'icône, changer d'apparence. Bon, je ne vais pas rentrer dans le truc, mais sachez qu'il y a quand même tout un tas de choses super cool. Il y a toute une partie authentification aussi, c'est ce que je vous disais. Style, vous pouvez créer des utilisateurs et les obliger à s'authentifier, donc ça peut aller loin. Et il y a même une partie billing, donc facturation. Vous pouvez les faire payer et gérer toute votre partie paiement. Donc ça va relativement loin pour faire des petites... c'est pas destiné évidemment à créer une application voilà, avec beaucoup de monde, c'est pas le but. Mais des fois, pour des exemples bien précis, ça peut être bien pour tester un peu certains concepts. Et alors, où est-ce que... je sais plus où est-ce que c'était la partie templating. Là, il y a des templates qui sont suggérés, mais je l'ai vu hier. Ah voilà, c'est ça. Alors, c'est pas très bien situé. Le Template Store. Et donc là, vous avez toute une palanquée de templates que vous pouvez utiliser. Donc voilà, par exemple, il y a des outils internes, il y a du feedback, par exemple. Vous voyez, celle-ci, ça c'est un template feedback. On peut faire la preview pour voir la tête que ça a. Et donc en gros ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, alors plutôt en version desktop, ils ont fait un formulaire de retour de satisfaction en quelque sorte. Et donc là on voit la partie visible, et donc après niveau data, ben voilà, en fait c'est une table simple avec nom, email, photo, etc., feedback, et voici comment c'est contribué. Donc ça c'est bien parce qu'en fait vous pouvez copier directement le truc et l'utiliser pour vous. Après je crois qu'il y a d'autres types, il y a quoi? Alors ça voilà qui est plutôt... pour un outil interne, genre un Kanban, ok. Je pense qu'il y avait d'autres trucs un peu intéressants. Qu'est-ce que j'avais vu? Qu'est-ce qu'il y a de cool? Starter Directory, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Ben, ça, je pense que ça peut être, par exemple, pour un outil d'onboarding, ça peut être intéressant aussi. Enfin, voilà, bon, on va pas trop rentrer là-dedans, mais vraiment, je trouve que c'est une petite appli, enfin, c'est un outil qui est bien fichu et qui, visiblement, dans la communauté no-code est assez apprécié. Donc, voilà. Je voulais, du coup, vous partager ça. Oula, il y a eu beaucoup de commentaires. Je suis désolé, j'ai pas pris au fur et à mesure. Donc on a le retour d'Olivier qui dit: tu as un Google Sheet ou un Airtable, puis Glide te transforme ça en site, chaque colonne est un champ d'un formulaire, tu peux interroger, ajouter. On l'a fait pour un répertoire d'abonnés pour une liste de lieux, ok. Tu pourrais aussi le faire par exemple pour un événement où tu dois vérifier si un invité est arrivé à l'entrée, une personne check la personne et coche au bouton. Mais exactement, c'est ça, c'est ce que moi je trouve ça bien, c'est la simplicité du truc. C'est-à-dire que des fois, par exemple, je sais pas moi, imaginons tu veux faire un outil interne, qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, un onboarding ou ce genre de choses, quelque chose pour accueillir les nouveaux arrivants ou un truc comme ça. Des fois, avant de te lancer en fait directement sur un outil, encore une fois, la vocation du no-code, c'est pas d'arriver et de dire on va complètement remplacer le code, c'est pas du tout ça. C'est plus de dire on a envie de tester une idée. Là, tu vois, un Google Sheet, c'est créé en 10 secondes. Là, vous voyez qu'avec Glide, l'interface, la partie interface, pareil, c'est créé en 1 minute. Et donc assez facilement, vous pouvez avoir plein de cas d'usage où vous allez tester en fait
si ça vaut le coup ou pas après de développer une vraie application pour ça, quoi. C'est vraiment bien foutu, dit Mokuji. Il y a de la demande pour les apps liées à Excel. J'en fais au moins une par an pour des TPE, d'accord. Ah oui, alors après la partie pricing, je n'en ai pas parlé effectivement. Donc au niveau pricing, pour la partie, alors il y a une partie business et une partie individuelle. Donc si vous êtes un individu, vous avez un accès gratuit à Glide, mais limité. Donc c'est jusqu'à 3 apps. Bon voilà, après on voyait un petit peu ce que vous pouvez faire. 500 lignes par projet, donc effectivement c'est un peu limitant. Mais déjà, moi je trouve que pour des POC, pour tester des choses, à mon avis, ça peut être intéressant. Et après, vous passez directement en starter qui est à 25$ par mois. Et puis il y a une autre formule, 99. Donc voilà. Mais après, si c'est pour des entreprises, là pour le coup, 99$ par mois. Bon, après c'est plus cher, quoi. Mais voilà. Je pense que pour des gens qui sont spécialisés no code ou voilà, qui ont intérêt à faire plein de petits outils internes, ce genre de choses, et qui veulent pas forcément passer de suite par du dev parce qu'ils savent pas encore si c'est quelque chose de bien. Je sais pas moi, les commerciaux par exemple dans une entreprise, ils peuvent très bien avoir une Google Sheet sur laquelle ils répertorient certaines choses, et plutôt que d'aller sur Excel où c'est relativement bon, l'interface c'est pas aussi ouf que si tu as un simple formulaire directement plugué sur ton Excel, quoi. C'est un peu l'idée. Donc ouais, moi j'ai trouvé que c'était un bon outil, vraiment j'ai trouvé ça pas mal, et donc voilà, encore une fois, moi je suis dev, donc je suis pas en train de scier la branche sur laquelle je suis, moi le no-code je vois pas ça comme une concurrence, mais plus comme quelque chose de complémentaire, et il y a des fois, si le no-code suffit à répondre, why not, quoi. Désolé, je parle trop, mais non Olivier, pas du tout, pas du tout. Moi aussi je parle beaucoup, tu vois, j'ai même pas suivi les commentaires alors que c'est mon job normalement. Voilà. Pour un prototype, c'est bien, exactement. Voilà les amis, écoutez, bon, j'ai explosé le temps, mais à la fois, il n'y avait pas de... On n'a pas eu de, comment dirais-je, de matinale mercredi, donc ça compense un petit peu. Avant de se quitter, quelques partages de ressources comme d'habitude. Celui-ci que j'ai trouvé intéressant, qui s'appelle getlove.io, qui vous permet d'accéder à une galerie de SVG, de petites icônes illustratives, mais animées. Donc ça c'est plutôt cool. Alors après, à tempérer, parce que autant j'ai trouvé le truc cool, autant donc en fait c'est un truc que vous téléchargez, vous pouvez directement l'utiliser, customiser un peu, mais dans la version gratuite c'est relativement limitant, donc assez vite il faudra passer sur la payante, parce que typiquement là l'outil le bouton export SVG, moi je l'ai pas vu sur la version gratuite, donc peut-être que c'est moi qui ai pas bien vu, mais bon voilà, en tout cas plutôt cool comme ressource, je vous le partage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu celui-ci aussi, donc ça se prononce comment? Flectofi. Donc en gros, ça vous permet de générer comme ça des petits... bon, ça c'est assez précis comme utilisation, mais ça, pourquoi pas. C'est un outil qui vous permet assez facilement de générer des formes comme ça. Donc vous pouvez en fait venir cliquer et ajouter pour créer des petits icônes, des choses comme ça. Ça peut être... c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple par exemple que de devoir passer par du Illustrator ou ce genre de choses. Vous pouvez moduler un peu votre curseur, hop, et après directement télécharger un SVG. Donc c'est plutôt sympa, c'est un petit outil que j'ai vu passer, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Après, qu'est-ce que j'ai vu comme autre chose intéressante? Ah oui, alors on va pas rentrer dans le détail, mais j'ai vu que Midjourney lançait une fonction de describe, donc Midjourney qui est donc une IA plutôt pour la génération d'images. En général, vous décriviez ce que vous voulez et hop, il vous génère l'image. Là, il lance la fonction inverse. Plutôt intéressant parce que je me dis que potentiellement pour générer automatiquement les balises alt par exemple, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les personnes qui créent des sites web tout simplement, et donc d'avoir une fonction plus ou moins automatique qui va venir décrire en fait l'image et pré-remplir votre balise alt. Je me dis que ça peut être un game changer. Voilà, donc pas de quoi en parler pendant des heures, mais cette fonction inverse de Midjourney, j'ai trouvé ça plutôt cool.